Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc, pour commencer cette réunion, moi, je vais pas introduire. Je vais laisser Muriel introduire ma suppléante ici présente, introduire la réunion. Moi, je voulais simplement introduire nos invités ce soir. Alors, on a Sabine, qui est militante syndicale étudiante à l'université de Versailles-Saint-Quentin, secrétaire générale de l'Union des étudiants des Yvelines. Et donc, ayant été moi-même son prédécesseur dans une autre organisation étudiante qui s'appelait l'UNEF à l'époque, eh bien, c'était tout naturellement que je l'ai invité. Ensuite, on a Mathieu Bolreda, avec des fans dans la salle. Vous pouvez applaudir Sabine aussi. Hein. Bon, pour la petite blague, moi dans ma vie, j'ai une ligne de conduite, c'est la ligne C. Conducteur de train sur la ligne C du RER, mais surtout secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Versailles. Et on peut le dire, un syndicat de lutte combative à qui on doit la préservation de nos acquis, parce que c'est ça que vous faites aussi, en plus de la défense de vos intérêts en tant que salariés. C'est aussi pour nous qui se battent au quotidien. Ensuite, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il y a monsieur le maire de Guyancourt, François Morton. Voilà. J'aime bien le répéter, mais monsieur le maire qui a fait la nuit pas devant l'heure, parce que dans sa majorité municipale, il y a un peu de tout. Des fois on débat bien. Et ben c'est ça l'intérêt, je pense, d'avoir des majorités plurielles comme la nouvelle Union populaire qu'on essaie de faire ici au niveau national. Et puis enfin, j'introduis ma suppléante. Ah oui, il y a Rachel qui est là, ça se voit pas. Elle est toute discrète. Non, elle est en route. Elle sera là vers 20h. Donc Rachel Keke, qui est candidate de la nouvelle Union populaire dans le Val-de-Marne, et surtout qui est femme de chambre, qui s'est battue avec une vingtaine de ses collègues à l'Ibis-Batignolles, qui ont fait 22 mois de lutte pour obtenir des augmentations de salaire, des baisses de cadence. Et donc ces salariés du nettoyage en France et dans l'hôtellerie-restauration particulièrement, qui sont aujourd'hui complètement maltraités. Et c'est grâce à Rachel que beaucoup ont pu relever la tête, et elle viendra nous dire un mot ce soir. Et enfin, du coup, Muriel, la parole est à toi, ma suppléante, et pas n'importe quelle suppléante, militante d'attaque, et surtout une militante de terrain en or, que je remercie d'être là aussi. Bon, alors c'est pas très facile pour moi parce que j'ai pas une habitude des discours politiques. Donc j'ai un peu le papier, j'ai regardé encore Mélenchon à une conférence, j'ai essayé de faire pareil, donc ça marche pas. Donc excusez-moi, je vais lire un peu le papier aussi. Mais plus tard, je serai comme Mélenchon, quand je serai grande. Alors, Muriel Bonnefond, 60 ans, cadre, en fait, rien à signaler. Et pourtant, lorsque j'aurai 62 ans, un quart des 5% les plus pauvres en France seront déjà morts. Il faut attendre l'âge de 80 ans pour que cette proportion soit atteinte pour les 5% les plus riches. Les ouvriers vivent en moyenne 6 années de moins que les cadres. Je suis ici parmi vous parce que je n'ai pas oublié d'où je viens. Je suis née à Aubervilliers. J'ai vécu et fait ma scolarité à Stein, Garges-les-Gonesse, Épinay-sur-Seine, avec une scolarité de qualité dans une école laïque, publique et de qualité, laquelle m'a permis de suivre des études dans des universités gratuites et de qualité. J'ai également reçu des soins de qualité et gratuits. Si je naissais aujourd'hui à Aubervilliers, aurais-je les mêmes chances? C'est peu probable. Les inégalités s'accumulent et se renforcent. L'école, qui au fil des orientations et des sélections organise le tri, en est un exemple criant. En fait, il m'est devenu insupportable, même en étant cadre et plutôt privilégiée, de rester spectatrice d'une société qui se fracture. Alors, j'ai manifesté contre les réformes de la loi travail, le code du travail, avec les gilets jaunes, contre la réforme des retraites, pour le climat, contre la loi sécurité globale, avec les soignants. J'ai participé, et pour plusieurs de ces mouvements, avec l'association Attaque, à laquelle j'adhère. Pour mémoire,
Rappelons quelques exemples du pognon de dingue. Entre 80 et 100 milliards d'euros d'évasion fiscale des entreprises et particuliers. C'est supérieur au budget de l'éducation nationale, qui est de 52 milliards en 2020, l'un des postes des postes de dépenses les plus importants de l'État. L'argent magique existe, j'allais vous dire, je l'ai rencontré. En fait, ce sont les entreprises privées qui en profitent. En 18 mois de pandémie, elles ont obtenu 240 milliards, je suis obligée de lire les chiffres parce que ça me dépasse toujours un peu, 240 milliards d'euros d'aide publique. Et le plus souvent, sans contrepartie, sans conditions et contreparties écologiques, fiscales et sociales. Depuis mars 2020, les milliardaires français ont gagné 170 milliards d'euros, 2 fois le budget de l'hôpital public. En 2020, toujours la même année, 1 million de personnes sont tombées dans la pauvreté. On en est à 10 millions de personnes, dont 8 millions ont besoin d'aide alimentaire. Également, la France redevient la société d'héritiers qu'elle était avant la Première Guerre mondiale et la mise en place d'impôts progressifs. On n'en parle pas, mais c'est important. Pour exemple, l'héritage moyen des 0,1% les plus riches représente 180 fois l'héritage médian en France qui s'élève à 70 000 euros, c'est-à-dire 50% en dessous, 50% au-dessus. Mais où est le mérite des bien-nés ? Où est le mérite des bien-nés ? Continuons sur d'autres exemples, puisque les injustices sont liées, qu'elles soient fiscales, sociales ou climatiques. 1% des plus riches ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français. Chacune des 4 sociétés, BNP Paribas, Total, Société Générale, Crédit Agricole, a une empreinte carbone supérieure à celle de la France. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, BNP Paribas, c'est 194 filiales dans les paradis fiscaux. Et elle finance les énergies fossiles à hauteur de 35 milliards en 2020. Je vous parle beaucoup de chiffres, mais il ne s'agit pas que de chiffres. Derrière eux, ce sont des vies courbées, des espoirs brisés, des réalités douloureuses et des colères justifiées. Après avoir creusé les inégalités pendant son quinquennat, la réélection de Macron annonce une offensive sans précédent dans le démantèlement des services publics, de nos systèmes de retraite et de protection sociale. Le tout au service des plus riches qui, au final, contrôlent la vie du plus grand nombre. Rappelons-nous que la pauvreté n'est pas seulement caractérisée par des privations de revenus, de travail, qui sont déjà des atteintes aux droits humains, mais aussi par des rapports sociaux de domination, de discrimination et d'exclusion qui empêchent le pouvoir d'agir de ceux qui les subissent. Pour terminer, et pour résumer un sujet que je n'ai pas abordé, ce sera une citation de Rebecca West en 1913. C'est une féministe anglo-irlandaise qui dit « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens qui me traitent de féministe, chaque fois que mon comportement ne permet plus que je sois confondue avec un paillasson. On pourrait paraphraser cette expression avec bien d'autres termes que le féminisme. 650 propositions attendent votre vote pour être mises en œuvre, changer notre quotidien et notre avenir. Et notre candidat a toutes les qualités pour les porter à l'Assemblée nationale. Juste, je vois que beaucoup de gens rajoutent des chaises au fond et il y a plein de places devant, hein, je précise. N'hésitez pas. Donc Sabine, la parole est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Sabine Tixier, secrétaire générale de l'Union des étudiants et étudiantes des Yvelines, du syndicat étudiant de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Pour moi, c'était important d'être présente ici déjà pour faire un peu l'état des lieux du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ça s'est caractérisé surtout par la sélection à l'entrée de l'université. C'est la mise en place de Parcoursup,
c'est la création d'une taxe étudiante qui s'appelle la CVEC, où on augmente les frais d'inscription pour les étudiants. Là, l'augmentation, elle est passée à 95 € de taxes en plus des frais d'inscription qu'on a habituellement. C'est aussi tout simplement les réformes de bourses qui ont été promises pendant 5 ans, qui n'ont pas eu lieu. Et on a besoin en fait de ces réformes des bourses, on a besoin d'une mise en protection sociale de la jeunesse. On a tous vu l'état de la précarité étudiante déjà avant la crise sanitaire, avec des étudiants, avec des vagues de suicides chez la population étudiante. Et là, actuellement, les étudiants et étudiantes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines sont obligés de reposer sur les distributions alimentaires. Sur les distributions alimentaires qu'on a menées avec l'UEY. Et donc pour nous, tout ce mépris en fait d'Emmanuel Macron, c'est bien la preuve d'une chose, c'est qu'on n'a rien à attendre de ce nouveau quinquennat, on n'a rien à attendre d'une nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui a été la directrice de la fusion de Paris-Saclay, donc c'est un groupement universitaire. On sait très bien ce que ça fait, les fusions dans les services du service public. C'est mutualisation des services pour rendre plus efficace, mais au final, ça fait moins de moyens, moins de personnel. C'est ça la réalité actuelle des étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est aussi ça la réalité des étudiants de France, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour nous mettre en protection sociale. Il n'y a rien qui est fait pour assurer un service public de l'enseignement supérieur qui garantit l'accès à l'éducation pour tous et toutes. Et si moi aussi je suis présente pour soutenir Sébastien, c'est parce que je sais que Sébastien, vu qu'il a été président d'AGE, donc d'Assemblée Générale Étudiante de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a été syndicaliste, qui a porté les mêmes revendications qu'on porte encore à l'heure actuelle à l'UVSQ, c'est pour ça qu'on est là pour le soutenir, parce que pour nous, c'est essentiel d'avoir un député qui sera capable de nous défendre, de défendre nos revendications, soit la garantie d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans de 1 063 €, qui est au niveau du seuil de pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir poursuivre nos études sans avoir à travailler à côté. C'est quelque chose qui va nous permettre à l'ensemble des jeunes issus de quartiers populaires qui sont obligés de travailler, de pouvoir poursuivre leurs études, sans avoir à travailler et donc sans avoir à choisir en fait entre les études et survivre. Donc voilà pourquoi moi je suis présente ici pour soutenir Sébastien, et pour moi c'est vraiment important que la nouvelle Union populaire écologique et sociale soit majoritaire à l'Assemblée nationale pour pouvoir poursuivre le combat des luttes sociales, qu'elles soient étudiantes ou qu'elles soient dans tous les services du service public et de tous les secteurs. Voilà, je vous remercie. C'est pas facile. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu, donc je suis conducteur de train sur la ligne C du RER. Je suis effectivement syndicaliste cheminot, comme il l'a souligné. Après, évidemment, je ne parle pas au nom de mon organisation syndicale, qui est indépendante des partis politiques. Je parle en mon nom propre. Effectivement, mon organisation syndicale n'appelle pas à voter pour des partis. Elle n'a pas de lien structurel avec des partis, et c'est bien normal. En revanche, elle reconnaît ses ennemis. C'est une réalité. Et elle sait aujourd'hui qui est en face de Sébastien et des candidats issus du monde ouvrier à travers du pays. Elle sait qu'en face de ces candidats et de ces candidates, il y a ceux qui entreprennent de détruire le service public ferroviaire. Ceux qui entreprennent de détruire le service public ferroviaire dans un double but. 1, détruire les acquis sociaux des travailleurs. 2, aggraver l'accès au service public pour les usagers afin de faire du fric avec ce service public. Ce service public qui est le bien de ceux qui n'en ont pas. Ce service public qui a été construit avec l'argent public, qui a été construit avec le travail des cheminots, avec les impôts et les contributions des usagers. Ce service public qui est notre bien commun et qui est aujourd'hui en danger de par les politiques libérales, bien sûr, du gouvernement Macron, mais encore au plus près, on peut le dire, de la région de Valérie Pécresse, qui l'a attaqué très violemment, ce service public, mais aussi dans ce département de droite du Conseil général qui le subventionne de plus en plus pour un service de moins en moins
en avalisant les suppressions de postes, la détérioration des lignes, de l'accueil, et notamment des gens les plus fragiles, ceux qui sont en rupture avec les applis, l'Internet, etc., ceux qui ne sont pas les winners de cette société qu'on veut nous vendre aujourd'hui et qui ont le plus besoin justement d'un service public de proximité, c'est ceux-là qui sont les premières victimes, mais pas que. Ceux qui viennent demain, ceux qui ne sont pas encore à naître, car nous défendons l'intérêt des salariés passés, présents et à venir. Ceux qui ne sont pas encore à naître parce que l'attaque contre le service public ferroviaire de marchandises comme de voyageurs est aujourd'hui un coup extrêmement violent qui est porté à toute idée de lutte contre le dérèglement climatique. En vérité, aujourd'hui, on le sait que l'avenir est beaucoup plus dans le transport ferré de marchandises que dans ces cargos, que dans ces poids lourds qui détruisent nos routes, qui vont nous tuer près de 40 000 personnes par an de particules fines aujourd'hui en France. Et ce n'est pas en transformant la petite ceinture en jardin d'acacia qui seront une ligne Maginot pour empêcher que les Franciliens soient étouffés par les particules fines demain. Et la même chose, on veut culpabiliser les gens en disant vous prenez votre bagnole et tout ça, tiens, vous habitez ici, vous n'avez pas la vignette critère, vous ne pouvez pas aller avec les Tesla des Champs-Élysées. Mais on ne donne pas les moyens aux gens de pouvoir se libérer, y compris de ce gâchis qu'est la voiture individuelle. Évidemment, une tonne 2 pour transporter 80 kilos d'un point A à un point B, ça n'a aucun sens. C'est un gâchis. Et on a une solution, on a un maillage ferroviaire qu'il faut défendre, renforcer et développer. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire de cette politique justement de l'individualisme, de cette politique du fric, de cette politique qui consiste à vider de son sens le service public ferroviaire pour faire du fric à des actionnaires privés. C'est très important dans ce département. Les 2 premières lignes de l'agenda noir, nocif de Valérie Pécresse voué à la privatisation sont la ligne N et U et la ligne LJ, les lignes qui desservent justement tout le bassin yvelinois. C'est là que l'attaque va commencer et c'est ici, y compris, qu'on doit commencer à répondre par nos luttes et bien sûr par nos votes. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, alors je suis très tranquille, hein, moi, mon organisation syndicale, je le dis, on n'appelle pas à voter pour un parti. Je vais vous décevoir, on est dans un meeting qui est censé appeler à voter pour lui. Voilà. Donc je suis d'autant plus tranquille que je suis personnellement membre d'un parti politique qui n'est pas le sien. Non mais on est, voilà, là, je suis neutre. Hein, voilà. Bon, qui est membre quand même de la coalition. Mais voilà. Mais je le dis tranquillement aujourd'hui. La question qui nous est aujourd'hui, je t'ai entendu dire tout à l'heure, j'ai adoré ton discours, il y a un truc que tu as dit avec je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est la conjugaison au passé. Il était syndicaliste. Pardon. C'est un syndicaliste, c'est un pote, hein, Sébastien, c'est un syndicaliste. C'est pas un homme politique au sens qu'on l'entend aujourd'hui. C'est quelqu'un que moi j'ai connu, pas dans un meeting comme ça, que j'ai connu dans les blocages, dans les piquets de grève, à 5h du mat, à venir défendre les camarades, les ouvriers, à venir donner son temps. C'est de ça dont on parle. Voilà. Excusez-moi, je suis fatigué. C'est de ça dont je parle. Et c'est cette idée aussi qui est nouvelle là. C'est pas voter pour lui. Désolé. Encore une fois, hein, je suis désolé, hein, vous allez être déçus. Non, c'est l'idée c'est voter pour nous. C'est l'idée qu'à travers lui, c'est nos voix ouvrières, celles qu'on n'entend jamais. Parce qu'on n'est pas les héros des films télé, on n'est pas les invités sur les plateaux, on n'est pas les gens beaux, propres, bodybuildés, healthy, qu'on met en exemple. Et pourtant, c'est nous qui créons toute la richesse du monde. C'est nous qui rendons le monde beau. Et du coup, parce que nous sommes la classe la plus nombreuse et la plus utile de la société, c'est nous qui devrions la gouverner. Donc c'est important. C'est important cette idée-là. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est important. Il est syndicaliste et son projet aujourd'hui, excuse-moi, je parle à ta place, tu pourras me contredire après, son projet aujourd'hui, c'est de transformer ces luttes immédiates et de résistance, leur donner un débouché politique, parce que ça c'est important. Nous on a mené la résistance, on mène la lutte, on la mène au quotidien, on la mènera toujours. S'il y a un truc que j'apprécie aussi, c'est quand il dit « et si je suis élu,
il faudra quand même continuer à lutter. Parce qu'il y a le mur de l'argent en face. Et y compris tes députés, t'es tout ce que tu veux en face, il y a le mur de l'argent. Rappelons-nous que 1936, la coalition au pouvoir la plus à gauche de l'histoire de ce pays, s'il n'y avait pas eu un mois de grève générale avec occupation de 10 000 usines, il n'y aurait pas eu les congés payés dont on jouit encore aujourd'hui. Donc ça, c'est important, ce marqueur-là. Et ça, tu peux faire confiance. Un mec qui te dit, même si tu votes pour moi, il faudra lutter, ça c'est autre chose. C'est autre chose que les promesses qu'on entend habituellement. Il promet de nous battre ensemble par tous les moyens nécessaires. Et ça, c'est important. Un petit truc sur la retraite, je suis désolé, je ne peux pas faire un petit truc sur la retraite. On s'est battu pour les retraites. Il était là, on s'est battu ensemble. C'était un moment difficile, honnêtement, je vais le dire tranquillement. On sortait, nous, de 3 mois de grève des cheminots pour la défense du service public ferroviaire en 2018. J'ai dit, ça ne tiendra jamais 10 jours de plus que ça en reconductible. On est parti en reconductible. J'ai fait 53 jours de grève. J'ai eu 2 payes à 0 €. Je veux dire, extrêmement fier de nos camarades de Versailles, des cheminots de Versailles. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au 10e jour de la grève, le gouvernement, il avait compris. 3e jour, il donne aux flics. 4e jour, machin, à certains et tout ça. Au 10e jour de la grève, il a lâché sur les cheminots. Au 10e jour de la grève, j'avais sauvé mon régime spécial. Je pars à la retraite, ouverture de droit à 52 ans. Et pourtant, dès le 11e jour, et tous les jours, pendant 53 jours, la grève a été reconduite parce que notre corporation a montré qu'elle ne défendait pas que sa gueule et qu'on était tous ensemble pour se défendre tous ensemble, privés, publics, salariés, passé, présent et à venir. Et c'est ça qu'il faut qu'on conserve aujourd'hui. C'est cette unité de notre classe qui est la seule recette pour gagner. Alors, je conclus comme ça. Je suis désolé, ça sort comme ça, j'avais rien écrit, mais voilà, ça vient du cœur. Je conclus comme ça. Je n'appelle pas à voter pour toi, Sébastien, mais punaise, qu'est-ce que j'ai hâte de te voir sur un piquet de grève à 5 h du matin avec ton écharpe tricolore. Alors, on va juste laisser Rachel se reposer parce qu'elle vient d'arriver. Donc, monsieur le maire, je te donne la parole. Merci Sébastien. C'est dur de passer après Mathieu. Bon, on va faire ce que je peux. En vous écoutant tous les deux, et là c'est pas écrit, vous m'avez renvoyé plus de 30 ans en arrière. J'étais étudiant et je payais mes études en vendant des billets de train à la gare de Lyon. Voilà. Je suis fils de cheminot et frère de conducteur de train. Voilà. Et ce que tu as dit, Mathieu, me parle beaucoup parce que je l'ai entendu très souvent quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir de vous entendre. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Je suis très heureux de vous retrouver aux côtés de Sébastien et Muriel ce soir parce que ce rendez-vous des législatives, il est important et j'ai envie de dire triplement important. Important d'abord démocratiquement. Pourquoi ? Parce que vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, mais le taux de participation des législatives, en règle générale, il n'est pas très brillant. Voilà. Il n'était pas très brillant et le contexte fait qu'on est un peu inquiet. D'ailleurs, j'en profite, hein, je prêche un peu aussi pour nous, on a par exemple du mal encore aujourd'hui, à quelques jours du premier tour, à être sûr qu'on pourra ouvrir tous les bureaux de vote en termes de mobilisation. Donc je lance un appel ici, hein, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire, les 12 et 19, venez nous aider à ouvrir les bureaux de vote à Guyancourt. Voilà, c'est encore possible. Et donc, et on le constate, c'est une réalité, c'est pas simple. Il est important également ce rendez-vous des législatives politiquement. Pourquoi ? Parce qu'il va nous permettre effectivement de déterminer la marge de manœuvre que pourra avoir le président de la République. Alors je l'ai dit le 13 mai dernier, ceux qui me connaissent un peu le savent, j'ai pas changé de discours, j'étais pour l'union dès les présidentielles. Tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté. Il s'avère que cette union, elle a lieu au moment des législatives et je crois qu'on peut s'en réjouir tous ensemble. Et c'est pour ça que je discutais avant le début de cette réunion avec un collègue qui me disait c'est bien en tant que maire que tu t'engages dans cette campagne. Oui, c'est normal. C'est pas simple, mais c'est normal. Cette union, je la souhaitais, elle a lieu, donc je suis de toute mon énergie à vos côtés, et vous le savez. La nouvelle Union populaire, c'est notre arme pour ces législatives et pour la suite. Comme je l'ai dit, pour empêcher Macron de poursuivre sa politique de casse du service public, notamment.
Mais de casse en général, retraite à 65 ans, le RSA sous conditions de travail gratuit, remise en cause évidemment de la fonction publique. J'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai été syndicaliste à l'Éducation nationale. C'était normal à l'époque, quand on rentrait à l'Éducation nationale, de prendre sa carte au syndicat. Ça l'est de moins en moins, hélas. Voilà. Ici, nous avons expérimenté durant 5 ans un député macroniste. Alors, il était tellement mauvais que même son mouvement ne l'a pas reconduit. C'est rare quand même. Voilà, de ne pas reconduire un sortant. Il était vraiment mauvais. Je l'ai pratiqué très peu parce qu'il est très peu venu nous voir à Guyancourt. Je pense qu'il est resté du côté de Versailles. À chaque fois qu'il me demandait une salle, par exemple, juste pour me faire sourire un peu tout seul, je joignais à ma réponse un plan de Guyancourt. Il n'a jamais saisi l'humour. Il me remerciait à chaque fois. Cela étant, on a expérimenté des députés avant lui, qui étaient essentiellement des députés UMP. C'était pas plus brillant, hein. C'était pas mieux. Donc on a très envie que ça change. Voilà. Et c'est pour ça, et tu le sais, que notamment au fond de la salle sont présents beaucoup de tes collègues du conseil municipal Sébastien. Les députés d'avant, c'était beaucoup de com' et pas grand-chose. Voilà. Pourtant, les besoins du territoire, le nôtre, je pense à la première circonscription, bien évidemment, ils existent bel et bien. 8,2% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, avec des demandes d'aide sociale en augmentation constante, des associations humanitaires qui sont présentes sur notre territoire et on n'a de cesse d'augmenter leur budget de subvention parce qu'ils ne peuvent pas faire face. Des logements sociaux insuffisants, très inégalement répartis sur les territoires, et je pense notamment sur le territoire de Saint-Quentin, et l'une des villes de la circonscription fait partie également de Saint-Quentin-en-Yvelines et fait partie de ces villes qui ne jouent pas le jeu. Seul Guyancourt fait les efforts nécessaires en termes de logement. Et puis évidemment des vrais enjeux de rapprochement habitat-emploi et de mobilité. On en a parlé tout à l'heure, enfin tu en as parlé d'ailleurs Mathieu. La droite au pouvoir, c'est très clair pour nous. C'est l'assurance de faire perdurer toutes ces inégalités, toutes ces injustices. Alors faire gagner la gauche, c'est retrouver un vrai espoir d'une vraie politique écologique et sociale, avec une revalorisation du SMIC, refus de la privatisation des services publics, évidemment, l'égalité salariale, rétablissement de l'ISF et un investissement massif pour les énergies renouvelables. Alors à l'échelle locale, c'est aussi mener une politique ambitieuse et déterminée. Je donnerai 2 exemples. Le logement. Il faut absolument rompre avec les politiques qui cassent le logement social, avec notamment pour certains une volonté de taux SRU globalisé à l'échelle de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une volonté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'y opposera évidemment. La vente de logements sociaux aussi, qui donc quitte le parc de ces logements sociaux, et une prime constante aux maires mauvais élèves qui s'autoproclament maîtres bâtisseurs et qui en réalité ne profitent que des aubaines. En matière de services publics, évidemment, une rupture de cette casse de ce service public dans les hôpitaux, l'éducation, la justice, la police, la fonction publique territoriale. Savez-vous que pour la fonction publique territoriale, c'est actuellement celle qui m'intéresse le plus en tant que maire, nous n'arrivons plus à recruter. Il n'y a pas de candidats, comme il n'y a pas de candidats pour les concours d'enseignants. Ça, c'est une réalité de terrain. On ne peut plus recruter. Il faut donc revaloriser tous ces statuts, ces métiers et bien évidemment les salaires. Pour finir, ce rendez-vous des législatives, il est important aussi localement. Alors pourquoi ? Parce qu'il va donner, je le souhaite en tout cas, un signe frappant d'ancrage à gauche. Alors vous savez, être maire d'une ville de gauche dans une agglo comme la nôtre, dans un département comme le nôtre, dans une région comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est pas toujours simple. Mais il faut s'accrocher. Alors on s'accroche avec tous mes collègues et je les regarde au fond de la salle. On a des espoirs. Les résultats à Guyancourt des présidentielles sont plutôt
porteur d'espoir. Donc on en est évidemment ravis. Maintenant, il faut transformer l'essai. Et puis tu l'as dit, Sébastien, tout à l'heure en ouverture, tu l'avais déjà dit lors de la première réunion, Guyancourt, c'est aussi le laboratoire de la NUP avant l'heure, quoi. Voilà, ça fait très longtemps que ça dure chez nous, et c'est encore le cas. Le conseil municipal de Guyancourt, en tout cas sa majorité, regroupe à peu près toutes les sensibilités qu'on peut trouver à gauche. On en est ravis. On débat, tu l'as dit, on n'est pas toujours d'accord, mais ça fonctionne. Et on souhaite que ça continue comme ça d'ailleurs. Voilà. En conclusion, bah écoute, j'en ai rappelé les enjeux de cette prochaine mandature. Elle est essentielle pour préserver ce service public, pour renforcer la solidarité, accompagner les plus fragiles. Ça doit être dans nos têtes en permanence. Je ne vous cache pas que, vous le savez, la première circonscription, c'est pas très facile. Bah oui, hein, c'est pas très facile, mais vous le savez encore une fois. Vous savez aussi qu'on est à vos côtés. Et moi, je veux croire à un sursaut de la gauche dans ce département des Yvelines. C'est pas possible, ce département des Yvelines. Il est absolument incroyable. On fait partie des 3 départements, il y en a 3 maintenant, départements de France avec une seule couleur politique. C'est pas possible, on peut pas. Alors ça, c'est pas l'objet de ces élections, mais il faudra qu'on y songe aussi d'une manière totalement unitaire aussi au moment des départementales. Muriel, Sébastien, portez haut nos couleurs. On a très envie de vous voir effectivement remporter cette victoire. On a très envie de te voir avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, comme l'a dit Mathieu, effectivement, lors de nos manifestations. Bon courage à vous et on est à vos côtés. Allez. Bon, bah, du coup, je donne la parole à Rachel Keke. Alors, tu n'étais pas là, je t'ai introduit tout à l'heure, je me suis permis. Mais Rachel Keke, avec qui j'ai eu le plaisir, j'ai oublié de le mentionner, mais de lutter également, que j'ai suivi pendant ces 22 mois de lutte, parce qu'effectivement, je suis syndicaliste, je suis salarié de l'hôtellerie, et on a combattu ensemble, même si on n'avait pas la même entreprise, on avait le même patron en quelque sorte. Je pense que tu vas l'expliquer pourquoi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci mon collègue, mon frère, parce que la lutte, on ne dit pas que l'on dit des frères. Nous sommes des frères de même père, même mère. Mais moi, c'est Rachel Keke, je suis de Cheville-la-Rue, je suis candidate aux législatives dans le Val-de-Marne, dans le 94. J'ai 5 enfants. J'ai fait une lutte avec mes collègues, comme a dit Sébastien, pendant 22 mois, contre le grand groupe Accor et contre la sous-traitance. Et comme je dis, la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le mépris. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, il y a de l'esclavagisme. La sous-traitance, il y a du viol. Parce que notre métier de l'hôtellerie, on subit beaucoup d'harcèlement dedans, des attouchements. Et ça reste radio silence. Ça ne va nulle part parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a rien. Quand une femme de chambre dénonce qu'on m'a violée, ça ne va nulle part. Sa parole ne ressemble à rien du tout. Moi, c'est ma lutte. C'est ma lutte. On a dénoncé ce système pendant 22 mois où on a gagné toute notre revendication. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, le respect s'installer. Le respect, d'où où je dis la lutte, elle paye. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, avant, on était payé à 700, 800, 900, 1000 euros. Mais aujourd'hui, une femme de chambre touche 1400, 1500, 1600. Donc, pour vous dire combien de fois la lutte elle paye. Et alors, moi, je pouvais rester chez moi parce que moi, je suis gouvernante. J'ai été femme de chambre pendant 15 ans. Aujourd'hui, je suis gouvernante. Mon salaire net aujourd'hui, depuis 18 ans, je l'ai maintenant 1700, 1800 net. C'était impossible.
Maintenant, on mange, on a les heures de pause. On travaille maintenant comme des fonctionnaires de l'Élysée. Voilà. Voilà. Donc, c'est cette lutte, c'est ce combat que mon collègue Sébastien et moi, il faut qu'on amène ça jusqu'à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que là-bas, ils ne voient pas ce qui se passe sur terre. Comme je peux dire, ils sont au ciel, nous sommes en bas. Mais on va porter les problèmes du bas jusqu'en haut pour les dire. Pour les dire, ces métiers essentiels qui sont invisibles soient visibles. Et c'est nous qui sommes bien placés d'aller les dire. Parce que souvent, je regarde, les assemblées nationales sont vides. Quand l'Assemblée nationale est remplie, c'est quand on est dans la rue, quand on revendique quelque chose dans la rue. Et ce n'est pas parce que si on serait élu député qu'on va lâcher la lutte. Non, parce que c'est la lutte qui nous a menés jusqu'en là. Et on va lutter jusqu'à notre mort et même déléguer ça à nos enfants. Parce que c'est comme ça qu'ils comprennent dans cette lutte-là. Si tu ne luttes pas, ça ne passe pas. Parce que si on n'a pas la majorité et que nous, on veut mettre par exemple le blocage, on veut bloquer les prix. On veut bloquer les prix. Mais si on n'a pas la majorité, notre loi ne peut pas passer. Mais si on dit non, Sébastien est député, Rachel est députée, ce qu'ils nous ont dit, c'est parce qu'ils sont en train de faire l'Assemblée nationale. Mais on a besoin de vous. Parce que demain, quand on va dire, on ne peut pas augmenter le SMIC à 1500 €, on ne peut pas bloquer les prix, on ne peut rien faire. Mais il faut qu'on descende dans la rue, nous on est devant, vous êtes derrière. Pour que les choses puissent aller. Pour que les choses puissent aller. Moi, je vois les enseignants, je ne savais pas que les enseignants souffraient comme ça. Je ne savais pas. J'étais à la nuit des écoles, à Chevigny-la-Rue, mais quand je vois les enseignants parler, j'ai mal au cœur. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi nos enfants, zéro. Le système fait que les enseignants n'ont même pas les moyens de pouvoir enseigner nos enfants. Et ça met des histoires entre les parents et l'enseignant. Et on ne comprend pas. Mais dans cette campagne, j'ai compris que les enseignants souffrent, les parents souffrent et les enfants souffrent. C'est quel système? C'est quel système? Il faut des gens qui nous ressemblent à l'Assemblée nationale. Il faut les gens qui nous ressemblent pour les dire, voici nos conditions de travail. C'est une autre lutte qu'on va mener. C'est une autre lutte qu'on va mener à l'Assemblée nationale. Un médecin ne sait pas ce qu'on souffre. Un médecin qui est député ou bien quelqu'un qui travaille à la banque ne connaît pas nos souffrances. C'est nous qui savons nos souffrances. Les infirmiers souffrent. Les éboueurs souffrent. Qui a tenu la France quand il y avait le Covid? C'est ces métiers essentiels. Qui a tenu la France? Quand les Français tremblaient pour aller manger dans les magasins, pour aller faire les courses, dans les magasins, mais c'est les salariés de Monoprix qui étaient à la caisse, qui mettaient les viangers. C'est les salariés de Monoprix, les aides à domicile, les personnes âgées qui sont tous seuls dans leur maison. On doit changer la couche, on doit leur donner à manger, on doit les nettoyer, on doit les mettre au lit. Mais si ces personnes disaient, non, il y a le Covid, je ne sois pas, comme allaient être les personnes âgées. Ils oublient qu'un jour, ils auront 80 ans et que ces personnes âgées vont s'occuper, et que les aides à domicile vont s'occuper d'eux. Mais en retour, ils ont quoi? Le mépris. Et nous, on va dire stop à ça. Nous, on va dire stop à ça. On sait que ça ne sera pas facile, mais avec vous, ça sera facile. Avec vous, ça sera facile. Avec vous, ça sera facile. Voilà, donc, votez Sébastien, il a droit d'être député. Il n'est pas banquier. Il travaille comme moi. On prend les métros. Tu as une voiture? Non. Voilà. On prend le métro. Tu as un jet privé? Non. Voilà. Voilà. Donc, on prend le métro, on prend les bus, on va au travail, on revient, on est tous dans des quartiers populaires, on a tous le même problème, on est tous dans le même sac. Donc, il est temps de secouer les cocotiers. Allez dans vos maisons, allez partout. Dites aux gens de sortir pour voter pour des députés vrais. Arrêtons de dire non, lui je ne l'aime pas, il ne peut rien faire. On n'est plus à ce niveau, on n'est plus à ce stade. Chacun regarde
chacun regarde ce qui le préoccupe. Parce que les riches, moi je suis tombé sur un riche quand je distribuais les tracts. Il a pris le tract, il a regardé, il est parti, il est revenu. Il m'a dit, madame, je veux vous parler. J'ai dit, oui, je vous écoute. Il m'a dit, j'aime pas la partie où Mélenchon dit impôt universel. Parce que moi, j'aimais bien ici, je suis français, et comme j'aimais bien dans un autre pays, il fait que je paye plus d'impôts pour pouvoir aider les enfants. Parce que Mélenchon avait, la LUPS a promis 1063 € pour les étudiants. Et lui, il n'est pas d'accord. Et il me dit, voilà pourquoi j'ai voté Macron. Et là, tout de suite, j'ai compris que quand on dit Macron, c'est le président des riches, c'est vrai. Et moi, je lui dis, mais monsieur, mettez-vous un peu à la place, c'est-à-dire mettez-vous un peu à la place des parents qui souffrent. Mettez-vous à la place. Il me dit non, il ne peut pas parce qu'il est égoïste. Il a été clair, il dit oui, ils ont raison. Comment on appelle ça? Leur programme, c'est bien, je n'en disconviens pas, mais moi, je ne vote pas. Comment on appelle? Je n'ai pas voté Mélenchon parce que je suis, comment on appelle ça? Je suis égoïste. Vous voyez, comment eux, ils pensent à eux. Ça, c'est un message. Comment eux, ils pensent à eux. C'est-à-dire se mettre ensemble pour voter le système qui les arrange. Et nous, qui sommes pauvres, nous qui souffrons, entre nous, on est divisés. Ce n'est pas normal. Arrivé un moment, on doit aussi penser à nous. Mettre à l'Assemblée nationale ceux qui nous ressemblent. Mettre à l'Assemblée nationale ceux qui nous ressemblent. Nous aussi, on a besoin aussi de nous écouter. Mettre à l'Assemblée nationale ceux qui nous ressemblent. On ne va pas suivre les riches. Ils ne pensent pas à nous. C'est zéro, ils ne pensent pas à nous. Ils font ce qu'ils ont envie de faire de nous. Mais nous, on a une force. On a la rue, et on a la voix, et on s'est dit non, et on s'est dit stop. Et on va dire stop avec vous à l'Assemblée nationale. Si vous nous apportez là-bas, on va leur dire stop. Voilà. Donc, comme je vais dire, j'ai mon petit mot à dire, secouez les cocotiers. Secouez, remuez pour que les cocos tombent. Restez pas chez vous. Faites du porte-à-porte. Ça marche. Tous ceux qui disent je ne vais pas voter, quand j'arrive, je mets ma tête. Madame, je vais voter. D'autres même me disent, madame, vous allez gagner. Les gens sont découragés, mais sachez les convaincre. Sachez les convaincre avec des paroles d'où ils en ont besoin. Ils sont déçus de la politique, mais pas de nous. Moi, je leur dis, monsieur, on est tous dans le même sac. Il faut sortir pour aller voter, c'est le moment. Au début, Mélenchon il avait 10%, mais pour les élections présidentielles, il arrivait jusqu'à 23 et quelques. Donc, on peut faire sortir les gens et on peut faire voter les gens. Donc, je vous appelle à voter pour monsieur Sébastien Ramage. Il est capable, c'est un grand combattant. Il nous a suivis pendant 22 mois. On a vu sa force. On a vu sa force. Il était là jusqu'à la victoire. On a vu sa force. On a mené cette lutte de 22 mois avec lui, à nos côtés. On a vu sa force. Et j'ai confiance en lui. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, s'il est député, quand il arrive, les murs vont trembler. Parce que c'est un grand homme qui arrive. C'est un grand homme qui arrive. Et on va les tenir tête, ces bureaucrates. Ils ont peur. On va les tenir tête. On va leur montrer la réalité de la vie. On va leur tenir tête. Parce qu'ils savent que devant eux, on n'est pas politiciens comme je dis. On a la force. Notre force là, c'est la bouche et c'est savoir dire ce qu'on vit et nos souffrances. Voilà. Les Français de Sciences Po là, nous on ne sait pas, on ne comprend pas. Voilà. Thématiquement, nous on ne comprend pas. C'est quoi on comprend? On est mal payé. On souffre. Nos enfants souffrent. Nos enfants sont dans la rue. Ils ont problème avec la police. Nos enfants meurent. On n'a personne pour nous aider. C'est ça notre combat aujourd'hui. Il faut qu'on fasse de la politique, comme je dis, terre à terre. La politique, terre à terre. Il faut qu'on le fasse pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que les politiciens décident de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, même vous regardez les débats sur les plateaux télé, que du bruit, on n'entend rien du tout. Voilà, nous on va arriver avec la politique où tout le monde comprend. Parce que la majorité, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Souvent quand il y a les débats, il y a du bruit, les parents demandent aux enfants, éteignez la télé parce que ceux-là, ils parlent trop. On n'entend pas ce qu'ils disent. Il faut que la politique change. Et le changement, c'est nous. Merci beaucoup.
Bon, c'est dur de passer derrière Rachel. Je pense que tout le monde dit ça. Et je pense que c'est assez clair dans la tête de tout le monde de pourquoi ils ont gagné. Ils avaient une pièce maîtresse dans la lutte. Je voulais commencer par remercier mes intervenants et intervenantes qui, pour beaucoup, partagent des luttes que effectivement j'ai pu mener dans mon engagement militant. Et aussi remercier vous toutes et tous d'avoir pris un peu de temps pour venir ce soir. C'est peut-être quelque chose qui nous différencie de notre adversaire. Je pense au député macroniste ici, il s'appelle Charles Rodwell. 25 ans, parcours brillant, classique, très méritant. Enfin, ouais, vous connaissez le truc. C'est que nous, on remplit des salles. Et que nous, quand on fait campagne, c'est avant tout pour convaincre. Et que le rapport de force qu'on construit ici, c'est effectivement le rapport de force qui va nous servir non seulement à gagner cette législative, mais derrière, à gagner le département, à gagner la région. Il faut se servir des temps politiques pour recruter, pour convaincre qu'un autre monde est possible et que le monde que nous promet Macron n'est pas la seule perspective de l'engagement politique. Il faut des vrais gens en politique, des travailleurs et des travailleuses, et c'est ça c'est ces invités-là qui représentent ce monde du travail. Alors, justement, je voulais commencer là-dessus. On me charrie souvent, on ne me voit pas souvent en costume en vérité. J'étais 3 fois en costume, au premier meeting, sur l'affiche, et là, en public. Moi, généralement, mon délire, c'est plus les baskets. Mais figurez-vous que, en fait, il y a un moi caché qui est très souvent en costume parce que je suis salarié de l'hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, on a un uniforme, un bleu de travail. C'est le costume. Et comment je suis rentré dans ce métier-là ? Un peu comme tous les gens qui rentrent dans l'hôtellerie-restauration, j'ai traversé la rue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Macron. Un jeune homme qui cherche un emploi et il lui dit « traverse la rue, dans l'hôtellerie, tu as plein d'emplois ». Eh bien, moi, cette phrase-là, je vous avoue qu'elle m'a marqué. D'abord parce que j'ai fait 5 ans de formation au lycée hôtelier de Guyancourt, dont 2 post-bac, BTS, hôtellerie. Je vais vous dire une chose, c'est qu'un métier, ça s'apprend. Et que les métiers de l'hôtellerie-restauration sont des métiers qui sont qualifiés. Savoir faire une mise en place, savoir servir une 40aine de couverts en 1 heure, savoir maîtriser un PMS jusqu'au bout des ongles. Vous ne savez pas ce que c'est un PMS, c'est peut-être la preuve que c'est un métier qui est qualifié. Et donc stop au mépris. Stop au mépris de classe de ces gens qui sont convaincus qu'il n'y a qu'à l'ENA et à Sciences Po qu'on apprend des choses. Et non, moi je suis un enfant des bacs pro, des BTS, du monde professionnel. Eh bien je l'assume, j'en suis fier, et c'est ça que je défends aujourd'hui dans cette campagne. Alors pourquoi il dit ça ? C'est que pour lui l'objectif, derrière cette phrase qui est méprisante, c'est avant tout de stigmatiser les chômeurs. L'idée derrière laquelle les chômeurs, au fin de compte, ne cherchent pas vraiment d'emploi parce que la preuve, il y a de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration, ils ne trouvent pas. Il y a de l'emploi chez les profs, il y a de l'emploi chez les aides-soignants, et les gens, au lieu d'aller chercher cet emploi, ils se roulent les pouces et ils ne cherchent pas vraiment. Vous voyez ce mépris ? C'est comme ça qu'ils gouvernent. Ils jouent sur les stéréotypes et les idées reçues pour nous faire avaler la suppression de nos propres droits. Mais je vais vous raconter une chose sur mon métier. C'est pas vrai. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration. Je vous le redis. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration. Il y a des salariés qui sont tellement précaires, qui travaillent tellement dur, qui sont obligés, après 1 an, 2 ans, de changer d'entreprise pour essayer de grappiller quelques euros, d'essayer de grappiller quelques kilomètres pour se rapprocher de leur domicile ou quelques heures de repos pour s'occuper de leur famille. C'est ça la réalité de l'hôtellerie-restauration. C'est le métier qui rémunère le plus ses salariés au SMIC. C'est le métier, un des métiers les plus précaires. Et donc il n'y a pas d'emploi à pourvoir. Il y a ce qu'on appelle un turnover en anglais. Turnover. C'est la rotation des effectifs. C'est juste qu'il y a un jeu de chaises musicales de gens plus pauvres les uns que les autres qui cherchent à vivre un peu mieux. Alors je ne vais pas parler de l'hôtellerie-restauration pendant tout le meeting, je vous promis. Je voulais juste vous faire comprendre qu'on nous fait croire que les chômeurs ne cherchent pas d'emploi, alors qu'en vérité, il n'y a pas d'emploi. Il y a 5,4 millions
de chômeurs en France. 5,4 millions. C'est plus que la population de Marseille, Lille, Toulouse, Lyon réunis. 264 000 postes à pourvoir. C'est-à-dire qu'il y a 13 chômeurs pour un poste à pourvoir. Et que ce poste à pourvoir, la plupart du temps, c'est un poste qui est tellement spécialisé, qui demande tellement de compétences que le chômeur en face, il n'est pas parfaitement aligné dans ses chakras. Hein. Un boulanger, s'il se fait licencier, il ne va pas devenir ingénieur informatique avec son compte CPF ou avec une formation Pôle emploi, ça je vous le garantis. Surtout le compte CPF, après ce qu'ils en ont fait. Ils vous appellent au téléphone, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors, quelle solution propose Macron pour le chômage? Il nous en a proposé une au dernier mandat. 2,5 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage. C'est des dizaines de milliers de personnes qui concrètement ont été balancées dans la précarité, alors même qu'ils avaient cotisé toute leur carrière à l'assurance chômage comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? Une réforme de la honte. La réforme du RSA. C'est une des 3 propositions de sa campagne. Il n'en a pas fait beaucoup. Il se présente à nous sans programme, pas au passage. La réforme du RSA, c'est l'idée de dire que si vous voulez toucher votre RSA, c'est 20 heures de formation ou de travail obligatoire. Alors sachant que ce qu'ils veulent dire, eux, par formation, en vérité, il n'y a pas d'organisme de formation correctement financé par ce gouvernement. Donc c'est 20 heures de stage dans une entreprise pour tout simplement toucher un salaire 2 fois inférieur au SMIC horaire. Et bien cette solution que nous propose Macron, non seulement elle ne va pas résoudre le problème du chômage, mais en plus elle va l'empirer. Parce que quand vous êtes employeur, vous avez le choix entre un salarié gratuit, payé par l'État, qui est en plus dans une situation de précarité terrible. Vous avez le choix entre embaucher cette personne-là et embaucher un type ou une type payé au SMIC avec des droits. Qu'est-ce que vous choisissez? Et bien voilà, 1 million de chômeurs supplémentaires grâce à la réforme de M. Macron. Et nous, on propose un tout autre monde. L'idée de dire que c'est la puissance publique qui est responsable de la politique économique. Et donc c'est elle qui est responsable du chômage et pas nous. Et donc nous proposons par exemple la garantie d'emploi. C'est-à-dire que si les mesures que nous mettons en avant dans notre programme ne suffisent pas à faire en sorte que vous trouviez un emploi, eh bien l'État, en dernier recours, se porte garant à travers la garantie d'emploi, c'est-à-dire un emploi dans un secteur stratégique, par exemple la transition écologique, rémunéré au SMIC et entièrement financé par l'État. Le droit à l'emploi. Voilà une révolution. Voilà un contre-modèle à ce que propose Emmanuel Macron. 2 projets de société radicalement opposés. Parce que moi, je vous le dis, le chômage de masse n'est pas une fatalité. Je vais vous donner 3 mesures encore sur l'emploi. La première, c'est la réforme de la retraite à 60 ans. Ça, c'est une mesure pour l'emploi. Partager le temps de travail, c'est historiquement ce qui crée le plus d'emplois en France. Les 35 heures, c'était 1 million de création d'emplois. La retraite à 60 ans, c'est simplement l'idée de dire que, au lieu que vous vous creviez à la tâche jusqu'à vos 65 ans, eh ben on vous laisse vous reposer après une dure vie de labeur. Et la personne qui, comme moi, bon, en vrai j'ai 30 ans, mais ça fait 4-5 ans que je suis sur le marché du travail, mais le jeune qui arrive sur le marché du travail, eh bien, il y a une place qui se libère pour lui. Autre mesure pour l'emploi, l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Alors je me retrouve complètement dans ce que tu disais, Rachel. Vous savez qui est contre l'augmentation du SMIC? Toute la classe politique. Les gens qui ne sont pas payés au SMIC. Voilà les gens qui sont contre l'augmentation du SMIC. N'hésitez pas à applaudir parce que je meurs de soif. Merci. Donc oui, nous allons augmenter les salaires. Alors, l'augmentation du SMIC, c'est simple. Ça concerne à peu près, un peu plus, qu'un salarié sur 2 dans ce pays. Parce qu'en vérité, la plupart des salariés, 1 sur 2, est à peu près au niveau du SMIC. C'est-à-dire que son salaire, il est indexé directement sur le niveau du SMIC. Vous augmentez le SMIC, c'est 50% des actifs qui voient leurs conditions de vie changer. Et pourquoi cette solution elle va créer de l'emploi? Parce que quand vous augmentez le salaire d'un smicard, moi vous m'augmentez demain, d'ailleurs j'ai eu une augmentation le mois dernier, grâce au syndicat par ailleurs.
qu'est-ce que vous faites? Bah moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé au restaurant. Ou alors vous remplissez un peu mieux votre frigo. Ou alors votre frigo qui est en panne, vous le remplacez. Vous allez au cinéma. Et tout ça, ça crée de l'activité. Donc si on augmente les salaires, oui, on va créer des emplois, parce que ce qui manque aux entreprises de nos jours, c'est pas ce qui est en trop, c'est pas leur charge. En vérité, ce qui manque, c'est leur carnet de commandes. Donc voilà, nous sommes très pro-entreprise. On est les augmenteurs du carnet de commandes. Et là, on nous dit encore que c'est impossible. Il y a la compétitivité, il y a la concurrence internationale. Comment on va s'en sortir? Alors, je vais vous dire une chose. Si on diminuait de moitié le salaire des Français, alors déjà, ça ferait pas mal de morts, hein, mais on serait toujours pas compétitif avec les ouvriers chinois. C'est quand même dingue leur discours. Ils veulent qu'on soit compétitif avec qui, au juste? Et pourquoi faire? Les métiers les moins bien payés de France ne sont pour la plupart même pas soumis à la concurrence internationale. Dans le nettoyage, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans les livraisons Uber par exemple, la grande distribution, tous ces métiers-là, c'est les métiers les moins payés de France, les métiers du service notamment. Eh bien ces métiers-là, ils ne sont pas soumis à la concurrence internationale. On pose souvent la question de la compétitivité, mais moi, si vous délocalisez mon hôtel, qui se situe à Versailles, pour le touriste chinois qui veut visiter le château de Versailles, si mon hôtel il est à Pékin, c'est pas très pratique le matin. Bon, a priori, la délocalisation de mon hôtel n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, on pose toujours la question du coût du travail. Mais combien il nous coûte? C'est quoi le coût des actionnaires en France? On a une particularité, une spécificité française, c'est que nos actionnaires, ils sont tellement radins qu'ils nous coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs. Entre 2008 et 2019, 473 milliards d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires. Ça représente 70% d'augmentation sur la période. Sur la même période, il y a eu 12% d'augmentation du SMIC, à titre de comparaison. Ambiance musicale pour le discours. Sauf que contrairement aux salariés, les actionnaires, ils servent à rien. Ils produisent rien. Parfois, ils ne savent même pas ce qu'il y a de produit derrière le titre et l'action qu'ils possèdent. Ce sont des sangsues. Et nous, on propose juste, avec l'augmentation du SMIC, de reprendre une part du gâteau à ces sangsues. Alors je pense qu'ils s'en remettront, l'économie s'en remettra, notre société s'en portera bien mieux. Dernière mesure sur les salaires, l'emploi, surtout parce que tout est lié en fait, l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Alors c'était une grande cause du mandat d'Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes. On voit ce que ça a donné. Oui, ça fait rire. Hein. Si on considère aujourd'hui que à compétences égales et à poste égal, c'est anormal, inacceptable que les femmes soient moins payées que les hommes, alors on doit rendre effectivement inacceptable par la loi ces inégalités de salaire. Et donc nous, on propose quoi? On embauche 2000 inspecteurs ou inspectrices du travail. 2000, c'est x2. On est sympa. On crée dans chaque entreprise rattachée au CSE une commission qui veille avec les salariés au respect strict de l'égalité femmes-hommes. Et à chaque fois que ces deux-là constatent une infraction, on sanctionne. On sanctionne automatiquement. Et on interdit l'accès au marché public à ces entreprises. Avec ça, non seulement on résout une inégalité historique, mais en plus, je vous ai parlé de la retraite à 60 ans tout à l'heure, l'augmentation des cotisations sociales grâce à ce rattrapage salarial suffirait à elle seule à financer la retraite à 60 ans. Alors, vous voyez tous ces journalistes de droite sur CNews, sur les plateaux télé s'enchaîner avec leurs amis macronistes, nous expliquer que tout ça, c'est utopiste. Vous avez vu en ce moment les titres des journaux, ils sont à fond sur Mélenchon. Hein. C'est Hugo Chavez, vous l'entendez 50 fois par jour. J'ai entendu Staline ce matin en regardant la télé. Bon, ils y vont, ils ont peur, et bah, tant mieux. Mais ils vous expliquent que tout ça, c'est impossible, que c'est pas réaliste, que c'est pas pragmatique. Alors moi, je leur repose la question. Dans leur système, il y a 8 millions de personnes
à l'aide alimentaire. Muriel l'a rappelé tout à l'heure. Il y a 350 000 sans-abri. Il en meurt 2000 chaque année à cause du froid et de la chaleur en été. Est-ce que ça, c'est un système qui fonctionne économiquement? La disparition du droit du travail. Le fait que, à travers le simple clic sur une application, votre employeur peut vous licencier. Est-ce que ça, c'est pas un projet extrémiste, radical? Maintenir les autorisations des pesticides alors qu'on nous annonce l'extinction des abeilles d'ici 2050. Est-ce que c'est une position modérée? De manière générale, l'inaction climatique n'est-elle pas la position la moins modérée, pragmatique et réaliste qui soit? Alors moi, je vous le dis, je ne suis pas sûr que tout le monde partagera ce propos, mais moi, je suis un modéré. Je suis un pragmatique, je suis un réaliste. C'est eux, les extrémistes. Alors, écoutez leur discours sur l'écologie. Je pense que c'est une très bonne démonstration de ça. La ministre de l'écologie, dont j'ai oublié le nom, mais bon, de toute façon, elle sera remplacée dans un mois, donc c'est pas très grave. Elle a fait son premier plateau télé. Et sur ce plateau télé, elle expliquait aux journalistes, donc il lui demandait à juste titre, c'est quoi votre bilan? Elle n'avait pas grand-chose à dire. C'est quoi votre projet? Là encore, elle butait en touche. Donc elle explique que nous sommes l'écologie des solutions, pas l'écologie radicale. Et alors comment elle démontre ça? Elle explique qu'il suffirait d'envoyer un peu moins de mails avec des pièces jointes rigolotes à ses collègues et le problème pourrait se résoudre. Ça, c'est l'écologie des solutions pour eux. Alors, moi, j'ai rien contre le fait d'envoyer moins de mails, même si dans la salle, il y en a beaucoup qui subissent mes mails. J'ai rien contre le fait d'éteindre la lumière derrière moi, de faire pipi sous la douche, de recycler. Mais si une personne vous dit que ces petits pas, ces petits gestes du quotidien vont suffire à enrayer le changement climatique, ces gens-là vont à l'encontre de tout ce que dit la communauté scientifique. Vous ne trouverez jamais un seul scientifique pour vous appuyer cette thèse. Et pourtant, c'est la thèse officielle du gouvernement. Et donc moi, je vous le dis, et j'assume complètement mes propos, ces gens-là, ils sont climato-sceptiques. Ils sont climato-sceptiques au même titre qu'un Donald Trump, au même titre qu'un Bolsonaro. Alors nous, on va lutter contre le dérèglement climatique, on va se battre. Et on a un outil, ça tombe très bien pour ça. Cet outil, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe, ça s'appelle la loi. On va prendre des lois qui vont changer la vie. Car l'économie, la production, la consommation, tout ça n'est rien d'autre que le résultat de ce que le cadre légal permet, ne permet pas ou laisse faire par son inaction. Prenons cette bouteille d'eau posée juste ici, que j'ai complètement involontairement placée là, bien sûr, cristalline. Donc c'est une bouteille d'eau en plastique. Alors contrairement aux idées reçues, Cristalline ne fabrique pas de l'eau. Hein. Ils vont puiser l'eau du robinet, grosso modo, dans les nappes phréatiques, et ils vous la revendent à 300 fois son prix. Mais surtout, Cristalline est une entreprise qui produit du plastique. Alors le problème avec le plastique, c'est très pratique certes, mais c'est que le plastique, ça émet beaucoup de CO2 à produire. Ça en émet encore plus quand on l'incinère, et surtout, contrairement, là encore, à la propagande patronale, le plastique n'est pas recyclable. Et oui, on nous ment là-dessus. Ça veut dire que c'est un déchet éternel. Et qui dit déchet éternel, eh ben ça s'accumule. Et en plus, ça s'accumule de plus en plus parce qu'on en produit de plus en plus. D'ici 2050, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce chiffre, il y aura 750 milliards de tonnes de plastique dans les océans. Alors qu'est-ce que ça représente ? Ben, ça voudra dire qu'il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons et de toute la faune marine réunie. On produit et on jette tellement de plastique que chaque semaine, dans notre alimentation, on consomme l'équivalent de cette carte de sécurité sociale, posée, là encore, par hasard, dans ma poche, c'est-à-dire 5 grammes de plastique par semaine. Alors il y a deux modèles. Il y a celui de Macron qui va vous expliquer que ça, c'est de votre faute, en fait. C'est parce que c'est vous qui hein, vous n'êtes pas écolo, quoi. Vous buvez des bouteilles de cristalline, vous faites des meetings avec plein de trucs en plastique derrière. Et en plus, en même temps de dire ça, il va autoriser, je sais pas moi, Volvic, à faire des panneaux
3 mètres par 4 mètres à la sortie de chaque école qui vous explique que si vous buvez de l'eau du robinet, eh ben vous serez comme un petit bébé et c'est bon pour votre santé. Donc on n'est pas à une contradiction près dans leur système capitaliste. Nous avons un autre modèle. Celui où la loi intervient pour changer radicalement la manière dont nous consommons et la manière dont nous vivons. Car figurez-vous que depuis quelques dizaines de milliers d'années, nous savons acheminer de l'eau jusqu'au foyer de mieux cristalline et que je me suis perdu dans mes propos que quand un service public de l'eau encore un combat que nous partageons avec monsieur le maire, est bien financé, eh bien figurez-vous que cette eau, toutes les études le montrent, est de bien meilleure qualité que ce truc bourré de plastique. Figurez-vous que Coca-Cola, qui produit 20% du plastique au monde, jusqu'au milieu des années 80, leurs petites boissons sucrées dégueulasses, eh bien, ils les vendaient dans des bouteilles en verre. Et quand on avait fini avec notre bouteille en verre, on retournait au magasin ou au restaurant, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, on la reposait et elle repartait dans un circuit de recyclage et elle revenait, la même bouteille, nettoyée cette fois-ci. Figurez-vous que les légumes n'ont pas besoin d'être emballés dans du plastique. Ils sont tous, depuis un certain temps aussi, équipés d'une fine pellicule de plusieurs millimètres allant jusqu'à quelques centimètres qu'on appelle la peau. Donc oui, nous interdirons le plastique à usage unique. En un mandat. En un mandat. Il ne faudra pas plus de 5 ans, je vous le dis. Car nos entreprises, en vérité, elles sauront s'adapter. Et on sait déjà produire, acheminer, consommer sans plastique. On sait déjà le faire. Simplement, le monde entier attend que la France, à travers ce programme, montre la voie. Et quand on aura fait ça, je peux vous dire que tous les autres pays, ça va tomber comme des dominos. Ah, c'est pratique leur truc, parce que moi, le pétrole russe, ça m'arrangeait pas trop. Eh bien voilà, on vient de réduire de 20% votre consommation de pétrole. Donc, les solutions concrètes, elles sont plutôt dans notre camp. Et n'oubliez pas que leur modèle à eux aussi repose sur des lois. J'ai voulu prendre l'exemple du plastique, j'ai fait un peu long là-dessus, je suis désolé. Mais pour vous démontrer à la fois l'absurdité du modèle de consommation et comment simplement un changement des règles du jeu économique pouvait changer radicalement les choses. Donc oui, leur modèle repose sur des lois. C'est leurs lois qui autorisent les glyphosates, les pesticides, qui sont en train de décimer nos campagnes, empoisonner, j'allais dire nos enfants, vos enfants. Eh bien, c'est notre loi, à nous, qui les interdira. C'est la loi qui autorise les écrans publicitaires, le démarchage téléphonique, la pub dans les boîtes aux lettres. Eh bien, c'est la loi que je défendrai en tant que député qui y mettra fin. C'est par la loi qu'ils ont démantelé la SNCF. Eh bien, c'est la loi que je défendrai en tant que député qui remplacera des millions de camions sur les routes par du fret ferroviaire, des bus Macron par des trains de qualité, réguliers et sur tout le territoire. Alors, voilà à quoi sert l'Assemblée nationale. Elle sert à voter des lois. Car oui, la somme de nos petits gestes et même de nos engagements personnels n'est rien par rapport au poids de nos décisions collectives. Et quand l'Assemblée nationale sera composée de députés de la NUP ou la NUPES, ce ne sera plus la loi du marché. Ça sera la loi de l'intérêt général qui primera, celle de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors, j'avais promis 20 minutes à Muriel, je ne sais pas combien je suis, mais je pense que je dépasse un peu. Mais vous avez peut-être remarqué un petit détail, c'est que j'ai réussi à faire tout un meeting sans parler du Burkini. Comme quoi, c'est possible. Non mais sérieusement, si j'évoque cette anecdote, c'est que pourquoi ils ne parlent pas des questions économiques, sociales et écologiques? On n'en a pas parlé pendant la campagne, mais pourquoi ils n'en parlent pas? Il faut se poser la question. C'est que leur modèle du marché
par et pour le marché. Plus personne n'y croit. On a bien vu, les crises économiques se succèdent, les crises sanitaires se succèdent, la crise écologique, la crise démocratique. Leur système ne fonctionne pas et ils sont capables de convaincre personne de leur truc. Alors, ils font diversion. Islam, insécurité, immigration, immigration, islam, insécurité, immigration, islam, insécurité. Les mêmes sujets qui tournent en boucle, en boucle, en boucle sur les plateaux télé. Des polémiques incessantes. Et pas des débats, hein, parce qu'on peut débattre de l'insécurité. Hein. Nous, on a plein de choses à dire là-dessus et on en parlera au prochain meeting, petit teasing, donc venez, ce sera à Montigny. Mais c'est jamais sur des bases de débat serein. C'est toujours sur des bases de polémique et sur les bases théoriques, idéologiques de l'extrême droite. Ces 5 dernières années du mandat d'Emmanuel Macron, moi, personnellement, elles me laissent un goût amer avant tout sur cette question-là. J'avais eu l'habitude des Hollande, hein, et des Sarkozy qui cassaient tout, etc. Même si Sarkozy a un peu ouvert le bal quand même. J'avais l'habitude des libéraux. Mais ça, c'est une violence voulue par l'État. Ils font monter l'extrême droite car ils ont trouvé dans la personne de Marine Le Pen et du Front National, ou du, je ne sais plus leur nouveau nom, leur meilleur allié. Quand un ministre de l'Intérieur vous explique que Marine Le Pen est un peu trop molle, quand en pleine crise sanitaire, la priorité de la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est d'aller faire la chasse à l'islamo-gauchisme, c'est qu'il y a un plan délibéré d'avoir eux en face d'eux un adversaire facile à battre. Parce que c'est ça le calcul de Macron. À chaque fois, avoir ces extrémistes-là pour derrière pouvoir passer. Sauf que ça, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces gens-là, ils progressent dans les urnes, élection après élection. L'extrême droite, dans le pays de Jaurès, dans le pays de la Résistance, de la Révolution française, bon, il y en a d'autres travers, hein, mais j'ai cité ces trucs-là, dans notre pays... Je ne l'ai pas cité. Dans notre pays, l'extrême droite a fait 40% à l'élection présidentielle. Ces gens-là, ils sont aux portes du pouvoir grâce à Emmanuel Macron. Et la seule épine dans le pied, c'est pas une petite épine, elle fait 7,5 millions d'électeurs, la seule alternative à ces gens-là et à ce duel mortifère, c'est nous. Il y a une alternative à ce système et le score de M. Mélenchon à la présidentielle, je pense qu'il démontre plusieurs choses. Premièrement, que les gens ont envie de gagner. On parle souvent de vote utile. Il y en a qui ici ont voté utile, hein, ils m'ont dit. Monsieur le maire, c'est pas le premier des mélenchonistes, vous le savez peut-être. Bon, mais parce que les gens avaient besoin de gagner. On ne peut plus continuer sur ce système-là. Deuxième chose, pourquoi c'est ce programme en particulier qui est arrivé devant? Et parce que les gens, ils ont besoin de gagner sur un programme qui change radicalement la vie, sur un programme de rupture. Et donc c'est pour ça que l'alliance que nous avons construite, c'est pas juste une alliance de circonscription. J'en parlerai après, mais déjà en soi, ça c'est historique. C'est une alliance autour d'un programme. Et jamais la gauche n'est arrivée à une élection et face au scrutin, face au vote populaire, avec un programme aussi précis. 650 propositions qui répondent à tous les aspects du quotidien. Cette stratégie de la NUP, c'est une stratégie avec un objectif de victoire. On ne vient pas aux gens simplement pour leur dire « élisez des petits contre-pouvoirs » ou des petits députés, ou simplement pour faire en sorte que votre parti y perdure. Ce n'est pas ça le but de l'élection. Là, l'objectif qu'on se fixe, c'est de gagner. Et on a une chance de l'emporter. Autre première historique, c'est que non seulement on est unis autour d'un programme, mais c'est que sur chaque circonscription, il y aura un seul bulletin de vote de la nouvelle Union populaire. Un seul candidat sur chaque circonscription. Ici, c'est moi. Et c'est le dernier week-end avant l'élection. Le dernier week-end. Le week-end, c'est a priori là où la majorité des gens, contrairement à moi, qui ont des droits, ne travaillent pas. Alors, je ne sais pas si je vais, par ma réponse, apporter toute la réponse, mais je vais essayer d'en apporter un morceau.
Je pense déjà que nous, vous, moi, parce que je suis aussi salarié au SMIC, hein, par ailleurs, je précise, on n'a pas d'autre choix que de faire de la politique. On n'a pas d'autre choix. Parce qu'eux, ils en font de la politique. Ils s'organisent, ils ont des partis, et pour eux, gagner les élections, c'est naturel. Je veux dire, mon opposant, par exemple, il a hérité de cette circonscription. Il ne s'est pas battu pour l'avoir. C'est normal dans son milieu, d'où il vient, de la formation qu'il a reçue. C'est normal de se retrouver dans la position où il est aujourd'hui. Donc nous, les gens d'en bas, on n'a pas le choix. Il faut faire de la politique. Il faut s'engager. Et si on s'organise, si on fait des partis, qu'on met des femmes de chambre à l'Assemblée nationale, qu'on met en avant des conducteurs de train, des étudiantes dans leur combat, si on fait ces choses-là, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais à la fin, on gagnera. Et je pense que ce meeting servait en tout cas à répondre à cette chose-là. Et si les services publics sont asphyxiés aujourd'hui, c'est aussi parce que y a des gens qui accaparent les richesses. Le service public, il est sous-financé aussi parce qu'on a supprimé l'ISF, aussi parce qu'on a fait la flat tax. Donc, je pense que le programme de la NUP, il a cet avantage sur l'ensemble des sujets d'apporter des solutions concrètes par la redistribution des richesses, par le service public au cœur. Et voilà. C'est ça le combat qu'on mène actuellement. Je ne saurais pas répondre spécifiquement à la situation spécifique évidemment de la CAF, mais justement parce que ce qui nous dépasse, c'est nos spécificités. L'organisation collective, ça ne sert à pas juste être le nez dans notre situation, mais à être avec d'autres personnes qui ont des problématiques dans leur situation à eux, de se mettre ensemble, de mener des combats et à la fin de gagner. Donc voilà moi en quoi je crois, l'action collective, la lutte, le combat social, pendant les élections, après les élections aussi. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça sert aussi à construire la suite. Moi, là aujourd'hui, je suis sur une élection, demain je serai sur un piquet de grève. Aussi, dans ce que porte Sébastien, c'est que il ne peut pas faire à la place des gens qui doivent mener les luttes, mais par contre, si tu luttes, il luttera avec toi. Ça, c'est la question. Tu vois ce que je veux dire? C'est que oui, en fait, le Père Noël, il va pas venir. Non, mais en vrai, le Père Noël, il va pas venir. Il y a personne avec un super pouvoir qui va défendre, qui va faire à notre place. Mais par contre, et c'est ça qui est important, c'est pas le politicien qui plane au-dessus. Ce que tu dénonces aujourd'hui, ça demain il le dénoncera, notamment la question que vous n'avez pas à expliquer les droits des gens alors que c'est censé être votre mission, c'est censé être ce pourquoi vous êtes là. Ça, effectivement, on va le dénoncer. Et si vous vous révoltez, si vous vous battez par rapport à ça et que vous voulez le dénoncer, effectivement, les syndicats, on sera là pour venir vous aider. Et lui viendra se battre avec vous et donner cet écho-là ici dans la rue ou à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ça l'idée. Alors, madame, puisque vous y travaillez, vous devez le savoir, la CAF, c'est un partenaire de toutes les villes, notamment dans le cadre du financement de la petite enfance. Et des fois, il y a des hasards qui sont assez incroyables. Je vais vous dire pourquoi. Dans 15 jours ou 3 semaines, je suis invité à la cave des Yvelines, donc à la cave de Versailles, pour recevoir un label pour la ville de Guyancourt dans le cadre de sa politique petite enfance. Ce que je vous propose, c'est que d'ici là, on puisse échanger tous les deux. Je vais faire quelque chose peut-être de très moche à la cave des Yvelines, mais en tout cas, je vais leur faire savoir que je suis au courant de cette situation-là. Voilà. Alors, merci Nadia, du coup, c'est ça? Merci pour ton témoignage. Je pense que c'est bien aussi, après un long discours, de ramener aussi un peu de réalité politique, de réalité de vécu dans les meetings. Donc, je te remercie pour ton intervention. Enfin, je te tutoie. Je te remercie pour ton intervention. Du coup, concrètement, comment ça va se passer sur la suite? Là, le discours est fini, le meeting est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Non, plus sérieusement, on a 2 choses. Premièrement, pour mener campagne, si vous souhaitez mener campagne, il y a un site qui est facile à retenir le nom, c'est ramage2022.fr. Sur ce site, vous pouvez vous inscrire pour participer aux actions. Il y a également des feuilles d'inscription.